C'est l'été sur les 89.2 FM. L'été, la saison des vacances, des mariages, des robes fleuries, des plats légers, des glaces, des escapades. Mais c'est aussi la saison des moustiques, des insolations et des intoxications. À la campagne, au bord de la mer ou en ville, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, Couleur d'été est une émission conçue pour vous. Couleur d'été, un moment de détente, de convivialité, de partage et de conscientisation où l'on évoquera tous les sujets quotidiens qui vous concernent. Guettez-nous tous les vendredis et samedis à partir de 10h sur Alger Chaîne 3 et sur la page Twitter Couleur d'été Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour, Azoul, salam à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à vous sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger Chaîne 3, un patrimoine commun que nous partageons tous et que nous nourrissons et alimentons parce que nous avons de meilleurs pour aller tous ensemble vers un monde d'excellence construit sur l'apprentissage, le partage, le vivre ensemble, la conscience et enfin l'action responsable. Marhaba bikoum dans notre Dar Kibira à nous, c'est Couleur d'été qui commence à l'instant et qui vous accompagnera jusqu'à 11h avec toute l'équipe. Nejma à la régie d'antenne, Mohamed à la console technique, Issam Ladi réalise cette émission et Bouchra Ihya vous la présente, titillant votre curiosité en bousculant certains sens, vous poussant même parfois à abandonner les pistes à contresens qui n'aboutissent qu'à des chimères, mais il est certain que la décision finale vous revient à vous seul et pas à une autre personne. Il est dit que l'un des premiers écologistes a pu être Aristote ou un de ses élèves, mais nous on dira que ça aurait pu être l'artiste qui avec ses outils rudimentaires a dessiné et tracé des figurines inestimables sur ce roc, sur cette Hajra al-Maktouba, au fin fond de l'Algérie, au niveau de l'Atlas saharien, au Tassili Najer, ou même dans ce village plein d'énigmes et de légendes séphar, il y a plus de 11 000 ans selon Malika Hachid à cette ère si lointaine de l'épipaléolithique. Aussi loin où se projette, où se pose notre regard en arrière, aussi profondément que se profile notre histoire et notre mémoire, les premiers habitants de cette terre, appelée l'Algérie, étaient de parfaits écolos et vivant en parfaite symbiose avec les habitats naturels des écosystèmes. Mais est-ce cela réellement l'écologie? Faut-il prendre pour exemple Bill Gates ou Greta Thunberg, l'activiste écologiste suédoise qui a défrayé la chronique pour s'inscrire dans l'action en faveur de la protection de son pays ou de la planète carrément? L'écologie évolue-t-elle selon les contextes locaux immédiats, selon les cultures autochtones, ou est-ce une affaire personnelle où chacun de nous devrait amener du sien pour un développement serein et durable? Est-ce l'affaire exclusive des politiques ou bien le citoyen a-t-il un rôle à jouer pour basculer dans une ère éminemment écologique? Et enfin, est-il toujours temps et est-il toujours permis de faire de l'éducation environnementale? Avec notre invité ce matin dans Couleur d'été, on va essayer de savoir si ce n'est pas trop tard à voir les conséquences du changement climatique et leurs effets dévastateurs sur le monde des humains, parfois tristement déshumanisés. Alors c'est notre topic aujourd'hui dans Couleur d'été qui apporte sa pierre à l'édifice par la sensibilisation et la vulgarisation. Faut-il passer à de nouveaux paradigmes propres à nous, à notre culture ou à nos cultures ancestrales et au savoir-faire ancestraux? Karim Tidjani, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin dans Couleur d'été, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Yatek Saha, merci. Alors c'est votre troisième passage avec nous. Tout à fait. J'espère qu'il sera aussi intéressant que les précédents, mais aujourd'hui, si vous permettez, je vous tendrai la perche d'abord pour vous présenter et puis pour revenir sur cette écologie algérienne. Qui est Karim Tidjani? Karim Tidjani, c'est d'abord un Algérien d'ici et d'ailleurs. Donc je suis né à Paris, mais mes parents sont nés en Algérie. Mon père il est de Ouedsouf, Tidjani. Ma maman elle est de Skikda, à Zeba. Et voilà, et je suis né à Paris, mais j'ai toujours été très proche de l'Algérie et plus particulièrement de la nature algérienne. Alors quand je dis nature algérienne, c'est autant la nature biologique, la biodiversité, mais aussi la nature humaine. Donc j'ai passé quasiment enfant tous mes étés dans une région qui s'appelle Guerbès Senhadja, qui est connue pour son complexe de zones humides, qui est un des plus importants et des plus riches d'Afrique du Nord.
Et là-bas, je suis né une deuxième fois algérien. C'était ma deuxième naissance en tant qu'Algérien. J'ai passé toutes mes vacances là-bas, au contact, de la nature, une nature vraiment sauvage à l'époque. Il n'y avait pas encore le tourisme et ses impacts, et même l'agriculture intensive, qui après a vraiment causé beaucoup de problèmes de désertification dans cette région. Et puis aussi à la découverte de la culture de mes hôtes, ma grande-tante Nouara, à qui j'ai dédié un blog, qui est devenu un blog de référence sur l'écologie et l'environnement, et puis El Hadi Chaoui, son mari, qui a été vraiment pour moi un grand mentor, bien plus que Nicolas Hulot ou le capitaine Cousteau. C'est quelqu'un qui m'a appris, oui, vraiment, qui m'a beaucoup appris. Il m'a transmis l'intelligence de la nature. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans sa vie, et qui a réussi même prospérer. Justement, c'était devenu une des personnes les plus riches de sa région, avec quand même une vie très très humble, très sobre, mais justement parce qu'il savait mettre en valeur son environnement. Et juste entre parenthèses, ça dit que l'écologie n'est pas une science occidentale finalement. On viendra tout à l'heure à ce qu'est l'écologie, si vous le permettez. Je vais finir par me présenter. Donc voilà, j'ai gardé cette image de l'Algérie, cet amour de l'Algérie vraiment très 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 fort en moi. Ce que j'ai appris dans cet endroit m'a même servi en tant qu'étudiant en lettres, parce que cette façon de penser qu'avaient les ruraux de la région, et un petit peu tous les ruraux de chez nous, vous savez, l'esprit des ma'na, c'était cette façon de voir les choses toujours par des biais un petit peu qui peuvent nous paraître un petit peu biscornus mais qui nous font faire des associations d'idées et de pensées vraiment très originales. Et moi voilà, je pense avoir été un de ceux qui a su prendre le meilleur des deux cultures auxquelles j'ai été en fait dans lesquelles j'ai été bercé, mais avec vraiment un amour profond pour l'Algérie. Je suis allé à l'école en France, j'ai pensé comme peut-être un Français, mais j'ai toujours ressenti les choses comme un Algérien. Et donc jusqu'à l'âge de 18 ans, vraiment tous les étés, 3-4 mois, toutes les vacances scolaires, je fais le berger, je me fonds dans la masse au point que les gens ne se rendent pas compte que je viens d'ailleurs. Et puis après, mon parcours d'artiste, j'ai fait de la musique, j'ai fait pas mal de choses. Et quand je suis revenu en 2009, en fait là j'ai découvert une toute autre Algérie. Et c'était une Algérie en pleine construction, en plein développement, et j'ai vraiment vu l'impact donc de ce développement qui allait jusqu'à cette région, donc Guerbes-en-Haja, qui est quand même une région un peu reculée. Et là, j'ai pas pu en fait rester inactif. Donc quand je suis rentré en France, j'ai pris la décision de me lancer en fait j'y connaissais pas forcément grand-chose à l'écologie, au développement durable. J'étais juste un amoureux de l'Algérie et de la nature. Et voilà, et en 2010, je crée un premier blog qui s'appelle noiraalgérie.com et qui va me permettre en fait d'apprendre beaucoup de choses sur l'Algérie et surtout de voyager en fait, parce que très vite j'ai été l'invité d'un petit peu tous les gens qui font et défont l'environnement en Algérie et l'écologie. C'est comme ça que vous êtes devenu bled trotteur. C'est comme ça que je suis devenu bled trotteur, exactement. Et darologiste. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Voilà. Désolé, je me suis peut-être un petit peu étendu sur ma présentation. Non, c'est toujours important. Voilà, important de voir d'où je viens. Et donc maintenant, ça fait à peu près 7 ans que je suis installé en Algérie. Je me suis marié ici. 7 ans. Mon fils est né en Algérie. Voilà, la boucle est bouclée. Mon fils Jibril est né il y a presque un an. Voilà, le 17 juillet 2022 à Tnia, en Algérie. J'ai entendu ces cris récemment. Et aujourd'hui, j'essaye maintenant, après avoir été très actif dans le milieu associatif, aujourd'hui, j'essaye aussi d'allier ma passion à ma profession. Donc je fais du consulting, je fais de la formation, voilà. Vous animez des ateliers ? J'anime des ateliers pour les adultes et pour les enfants. Pourquoi les enfants ? Déjà premièrement parce que en France, mon métier c'était l'animation. Alors avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Et surtout parce que je pense que c'est peut-être un lieu commun ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui ils sont le véritable terreau du changement en fait. C'est que, si vous voulez, moi, quand je suis venu en Algérie en 2010, je me suis dit que 2020, en fait, la décennie 2010-2020, c'était un tournant capital pour l'Algérie, justement pour... Sans la crise sanitaire peut-être. Voilà, mais en tout cas pour franchir ce cap, ce virage vers le développement durable. Malheureusement, toutes mes attentes n'ont pas été forcément réalisées, et aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il faut investir encore plus sur les générations
futur. Les enfants, est-ce qu'ils conçoivent mieux cette question de l'écologie, mieux que les adultes, selon vous, Karim Tijani ? On va dire qu'ils sont plus perméables aux idées, c'est plus facile de leur expliquer. Bon, bien sûr, en fait, tout dépend des enfants, parce qu'en Algérie, il y a des enfants aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont presque pas de relation avec la nature, même si l'écologie, l'environnement, c'est pas forcément que la nature, mais ça y joue un rôle très important. Ça, vous allez nous l'expliquer plus tard. Karim Tijani, alors est-ce qu'il y a une écologie algérienne, et si c'est négatif, est-elle prête à éclore, et quels sont ses contours et ses enjeux ? Je dirais nord-africaine d'abord, nord-africaine et puis plus précisément algérienne. Un bel ancrage. Voilà, bien entendu. Dans le sens où, vous savez, écologie, donc éco c'est la maison, logos c'est pas seulement la science, c'est l'intelligence. C'est un petit peu la différence entre l'économie qui est la maîtrise et l'écologie qui est l'intelligence. Intelligence, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qui nous échappent, qu'on va pas forcément maîtriser, avec lesquelles il va falloir qu'on fasse. Et cette intelligence de la maison, je pense qu'elle est profondément ancrée dans notre culture. Et d'ailleurs, pour moi, l'écologie algérienne, ce que j'appelle la darologia, eh bien, sa question numéro 1, la question à laquelle elle répond, c'est Shkoun Mouldar. Voilà, c'est... Expliquez, Shkoun Mouldar. Je pourrais même vous donner une autre image pour vous faire comprendre un petit peu. Vous parlez assez souvent de Dar el-Kbira. Oui, mais je dirais que souvent quand on me demande comment tu pourrais expliquer avec nos mots ce serait pour être le développement durable algérien, je dis toujours c'est passer de l'esprit de Moul el-Ars à l'esprit de Moul el-Dar. Voilà, pour moi il y a Moul el-Ars. C'est celui qui va penser à aujourd'hui seulement, qui va mobiliser beaucoup d'énergie pour obtenir des résultats au final éphémères, qui va gaspiller beaucoup, qui va peut-être satisfaire ses invités, qui va penser à son prestige, mais qui pensera pas à demain. Voilà. Et souvent, aujourd'hui, le Moul Ars, en Algérie, il est prêt à se ruiner, en fait, pour cette journée, et il ne pense pas à ce qui va arriver avant. Alors que Mouled Dar, pour moi, c'est celui ou celle, Mouled Dar, qui, justement, va penser à demain, et va penser vraiment à gérer les ressources, pour transmettre quelque chose. Un patrimoine et un matrimoine. D'ailleurs, le mot écologie, il est constitué du mot éco, et éco, il vient du grec oikos. Et l'oikos, en fait, c'est vraiment le dar tel que nous... Non, pas seulement. C'est vraiment tel que nous le concevons, nous. C'est-à-dire que c'est un espace d'abord physique, mais c'est aussi un espace social. C'est la famille étendue. Et c'est un espace aussi économique. C'est dans la maison aussi où, à l'époque, on produisait tout, en fait. Où c'est la collectivité intime. Et donc, cette darologie algérienne, bien sûr qu'elle existe. Je pense sa plus grande expression, la plus évidente, c'est ce que j'appelle Wahaïa, la voie de l'oasis, oui. Qu'on va retrouver partout. Hein. Pour moi, un village kabyle et une oasis, un Qsour du sud, les principes sont toujours les mêmes. Ce qu'il y a, c'est que dans une oasis, l'environnement est beaucoup plus hostile, donc le génie est encore plus sollicité. Et c'est vrai que si on voit en fait comment ces principes-là à l'époque se réalisaient, on voit que nos ancêtres, il n'y a pas si longtemps de ça encore, étaient capables de créer de véritables jardins, de véritables Éden dans les endroits parmi les plus hostiles au monde. Oui. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une... Il n'y a qu'à voir l'exemple des rôtes, au niveau de Ouedsouf, comment exactement. Cultiver... Oui, la les rôtes, d'ailleurs, il faut savoir en plus que les rôtes, alors pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul système de gestion de l'eau qui est endémique à l'Algérie. Oui. Parce que les Fougara, on en retrouve même, en Perse, mais on a retrouvé même en Amérique du Sud. Pareil pour Ahbes, système très intéressant qu'on retrouve à Rardaya. Mais voilà, en tout cas, pour les routes à Ouedsouf, c'est unique au monde. C'est endémique, ouais, c'est unique au monde. Cette philosophie qui est d'ailleurs assez intéressante, et je trouve qu'il y a une très bonne preuve de l'intelligence justement de nos ancêtres qui malheureusement aujourd'hui sont en train d'avoir des pratiques agricoles qui à mon avis sont plus de l'ordre du dévorement durable que du développement durable. Qui nuisent un petit peu au sol. Alors peut-être un livre à lire, à consulter ou à reconsulter, c'est la monographie de Ouedsouf de Marc Cotte. Continuons avec votre darologie ou la darologie algérienne, puisque vous l'avez bien spécifié, Karim Tijani. Il y a des termes qu'on utilise assez souvent et qui
qui peut-être se chevaucheraient. Alors l'écologie, l'environnement, le développement durable, quelle en est la différence? Est-ce qu'il y a des subtilités? Est-ce que c'est la même chose? Bien sûr, non, bien sûr, il y a des subtilités. D'abord, l'écologie, il faut savoir que ça a d'abord été une science. Occidentale ou pas? Alors c'est une science occidentale mais qui s'est développée dans les colonies essentiellement parce que en fait les occidentaux à partir du moment où ils ont été confrontés à des environnements ou à des biodiversités qui leur étaient exotiques, ils ont dû l'étudier avec plus de, on va dire beaucoup plus de... D'autant plus que les initiateurs étaient pratiquement des darwinistes et des évolutionnistes. Pas seulement, en fait, il y a deux écoles. En fait, une chose est sûre, c'est que l'écologie en tant que science, elle a d'abord, elle a une relation très proche avec l'économie. D'ailleurs, on peut même dire qu'il y a deux écoles de l'écologie. Il y en a une qui a été plus influencée par Linné. Donc ce naturaliste qui a été à l'origine de la classification en fait de la nature, et une autre qui a été influencée plus par Darwin. Et pareil, vous avez vraiment l'école plutôt proche de Adam Smith qui va être justement proche de celle de Darwin et qui va penser que la nature en fait on peut la maîtriser et que elle est source de compétition et que l'homme grâce à la technologie et grâce à son intelligence pourra la maîtriser. Alors que l'école de Linné, qui était proche, si je me souviens bien, de Say, l'économiste français, lui pensait plutôt que la nature, en fait, elle nous imposait des limites et qu'il fallait donc faire forcément avec ces limites. Donc, avant de parler d'écologie, on a parlé d'économie de la nature. C'est ce qu'il faut comprendre. Et l'écologie, justement, ce mot, il a été créé en 1866 par un homme un peu étrange. Un biologiste. Un biologiste, mais aussi un artiste peintre, un philosophe, un darwiniste dont on dit qu'il n'a pas compris grand-chose de Darwin, mais bon, bref. Donc, Ernst Haeckel, lui, quand il va créer le mot écologie, justement, c'est pour faire sortir la biologie seulement de l'individu. C'est concevoir la biologie à l'échelle de l'ensemble. Voilà. Donc, et c'est pour ça que l'écologie, c'est la science de l'habitat. En fait, c'est la science des interactions entre les habitats, entre eux déjà, et entre eux et leur habitat. Donc, l'écologie, elle a déjà une vision quelque part beaucoup plus large. L'environnement, c'est un mot qui est apparu en fait au final avec, on peut dire presque, qui est né avec le sommet de Stockholm en 1972. Et l'idée, c'était vraiment de faire une différence entre le milieu humain et le reste. Donc l'environnement, c'est un mot assez récent qui est vraiment aujourd'hui propre à l'être humain en fait. C'est un concept anthropocentré, voilà. Très bien, on y reviendra dans les détails, mais on axera surtout sur cette écologie algérienne, mais juste après cette petite pause. Dina Ardbladi, signé Jamal Aroussi, qu'on dédie à notre ami invité ce matin, Karim Tijani. Est-ce que c'est un morceau qui vous parle? Oui, bien sûr, autant au niveau de la musique qu'au niveau du sens. Vous avez visité toutes les régions citées dans cette chanson et même plus, puisque vous avez fait presque toutes les wilayas d'Algérie. J'ai essayé de visiter Darna. D'ailleurs, c'est surtout il y a beaucoup de choses que j'ai appris justement en allant sur les traces des habitants de nos ancêtres. J'ai essayé de voir un petit peu comment on habitait dans toute l'Algérie et comment on était habité par l'Algérie. Et ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort déjà qu'en tout cas il y a une véritable culture nationale, moi j'y crois, incarnée par culture nationale ou culture au pluriel nationale? Il y a une culture, il y a des cultures avec un radical commun quand même, des radicales communs, comme avait dit Ibn Khaldoun, notre pays il commence là où le couscous commence et il s'arrête là où le bournous s'arrête. Et j'y crois vraiment. Et c'est vrai que on retrouve en tout cas, j'ai retrouvé autant il y a de grandes différences. C'est vrai qu'on parle souvent de l'Algérie comme un pays continent, mais autant il y a des choses qu'on retrouve partout en fait. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est ce qui me fait penser que l'Algérie vraiment c'est une dar kbira et que c'est pas une invention, c'est quelque chose. De réel, de tangible. C'est une nature à la fois humaine et aussi physique. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir de cette Algérie, grande Algérie d'Al-Kbira. Il faudrait 1000 vies pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir et pour faire le tour de la richesse. Autant au niveau de la biodiversité, au niveau des cultures, au niveau des arts. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je sais que de mon vivant,
J'aurai pas le temps de le faire. J'espère transmettre déjà à mon fils, puis à ceux qui lui succéderont. La transmission, le legs, le partage, c'est une de nos grandes qualités. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est la deuxième partie de Couleurs d'été consacrée aujourd'hui aux questions de l'écologie chez nous et ainsi qu'au nouveau paradigme. Alors n'hésitez pas à faire un tour du côté des réseaux sociaux, surtout de la page Twitter Couleurs d'été Chaîne 3 ou bien composer le 021 48 15 15 pour poser des questions directement à notre invité ou partager des expériences. Alors Karim Tijani, on parlait de cette darologie, de cette écologie algérienne, de ses contours et de ses enjeux. Vous réactualisez ou vous inventez des concepts, Karim Tijani? Non, j'essaye de mettre des mots. Vous puisez de ce qui existe déjà. J'essaye de mettre des mots nouveaux sur des choses qui existent déjà. Voilà, j'ai essayé par exemple la darologie, c'est vrai que très vite je me suis retrouvé en allant un petit peu partout en Algérie. Je fais aussi des conférences belges, je parle pas, je m'exprime pas que en français. Et il a fallu aussi des fois je me suis. On vous a fait ce reproche sur une de vos vidéos sur YouTube, je crois, il y a quelques années. Oui, mais ça il y a pas de souci, je gère. En France, on me reprochait de parler trop bien français pour un mec soi-disant de banlieue. Bon, je suis né à Paris, ceci dit. Mais non, j'ai pas de souci avec ça. En tout cas, j'ai essayé de trouver comment expliquer à n'importe quel Algérien et Algérienne ce que c'était pour moi l'écologie. Et quand je dis darologia, shkoun dar, quand je dis dar, douar, denia, la triptyque, tout le monde me comprend. Et c'est ça le plus important en fait. C'est de transmettre le message, d'être compris. L'Ouaha'ia ou le chemin, la route de l'oasis. Ouais. C'est vrai que bon. Vous appelez tout le monde à faire cette route, ce chemin, ce sentier. Qu'est-ce qu'on risque de trouver, d'apprendre, Karim Tijani? En fait, l'oasis, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, quand on parle de développement durable, le développement durable, quelque part, c'est un paradigme qui essaye de trouver un consensus entre des choses qui, normalement, ne sont pas censées se marier ensemble. C'est-à-dire l'économie, le social et l'environnement. Bon, ça reste à prouver. Mais l'oasis, c'est tout à fait ça, parce que l'oasis, en fait, elle réunit l'homme, le désert et la biodiversité et le jardin et la palmeraie. L'oasis, sachant aussi que c'est pas seulement une palmeraie. L'oasis est un lieu de culture. C'est un lieu aussi de transit et de résidence. L'oasis aussi, elle met en accord le mouvement et l'inertie, puisque une oasis sans la caravane, elle n'a aucun sens. Donc moi, ce que je propose à mes compatriotes, c'est de justement essayer à travers cet exemple physique, de retrouver cette intelligence et de remettre en avant, de retrouver en fait un équilibre, un wasat, entre ce qui nous paraît justement peut-être antagoniste. Et je répète, quand je parle de la voie de l'oasis, pour moi l'oasis en tant qu'espace, en tant qu'habitat, elle incarne juste un génie que j'ai retrouvé dans quasiment toutes les mechtas, dans toutes les tas d'art, dans tous les endroits où les Algériens ont dû, et les Algériennes, j'insiste là-dessus, sur ce matrimoine, où ils ont dû en fait être en intelligence et pas seulement en maîtrise avec un environnement hostile. Quand en Kabylie on vit dans la montagne et que y faire de l'agriculture c'est pas forcément quelque chose de facile, quand on doit gérer avec justement un environnement où les ressources naturelles elles ne vous sont pas données comme ça facilement, il y a toujours justement cette intelligence collective déjà entre les habitants et après avec leur environnement. Et pour moi le palmier et l'olivier sont des cousins. Oui. Voilà. Il est même dit que ce sont les arbres les plus anciens qu'a connu l'humain. Et même si je puis me permettre, pour moi cette culture algérienne, elle va du palmier à l'olivier et de l'olivier au palmier. On sait très bien que la route des caravanes, en tout cas à travers notre pays, il y a eu cet échange en fait entre justement les gens des villages montagneux et puis les gens des villages des portes du désert. Justement, actuellement, on voit des expériences où la culture de l'olivier au sud, au fin fond du sud, et c'est réussi. L'olivier, si vous lui donnez du stress hydrique, en fait, il va développer souvent des principes qui développera pas la forcément. Résilience. Exactement. D'ailleurs, on le voit avec la menthe, par exemple, quand vous comparez la menthe du sud et celle du nord. La menthe du nord, en fait, elle est beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça, si vous voulez, à mon avis, la darologia et un petit peu le fil conducteur de ce génie, c'est que chez nous, la difficulté, elle nous a souvent rendus meilleurs jusque-là. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait revenir à cette intelligence. Justement, ce génie ou cette intelligence humaine des aides algériennes, est-ce qu'elle est toujours opérationnelle en 2023 ? Elle est en grand danger.
Et justement, c'est pour ça que je parle de développement durable, parce que aujourd'hui, pour moi, la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés est aussi une crise identitaire. Alors je sais que prononcer ce mot identité, c'est peut-être un peu risqué, sujet à caution, mais pour moi, je parlerais même de nature dans ce cas-là, de nature humaine. Aujourd'hui, il me semble, alors c'est peut-être mon regard à la fois Mouldar et aussi de l'invité, parce que j'ai pas vécu forcément toujours ici, et donc j'ai un regard qui est intérieur et extérieur. Je trouve que aujourd'hui, peut-être que nous sommes en train de perdre confiance en ce qui faisait notre force. Voilà, et c'est pas du tout. C'est pas dû à la modernité, Karim Tejani, au niveau mode de vie. Il faut pas confondre. On copie énormément l'occidental. Il faut pas confondre, à mon humble avis, le modernisme et la modernité. D'accord. Le modernisme, c'est une idéologie de la modernité. Pour moi, la modernité, c'est IT, donc c'est une manière d'être. Oui. Et l'Algérie, je suis désolé, elle a toujours été un creuset culturel. Elle s'est toujours imprégnée de l'Occident, de l'Orient, de plein de cultures. Mais aujourd'hui, à mon avis, voilà, ce qu'il y a, c'est que pour être fort, justement, pour pouvoir assimiler la culture des autres, il faut aussi prendre conscience de sa culture et prendre conscience de son importance. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Voilà, on vit quand même dans un pays où le changement climatique, il s'opère depuis 20 000 ans, parce que le Sahara, c'est justement un bon exemple de changement climatique. Oui. Et donc, nous avons une biodiversité, des cultures, des manières d'habiter, d'être habité, qui ont été pendant très longtemps résilientes face à ce changement climatique. Aujourd'hui, parce que nous prenons plus le modernisme et que nous n'essayons pas de faire justement de la modernité, oui. Cette modernité, elle résiderait, à mon humble avis, d'abord par l'intelligence de qui nous sommes. De retrouver un petit peu ce bon sens populaire de ces fameux Nes Bekri, entre autres, même si, je répète, l'idée, c'est pas d'idéaliser le passé. Il y a plein de choses qu'on pourrait remettre au goût du jour, et l'idée, c'est vraiment de penser à aujourd'hui et à demain, mais en ayant conscience que il y a un fil conducteur, en fait, qui pourrait une base qui pourrait nous permettre de faire un développement durable nord-africain, algérien, pas juste par méditerranéen. Parce que je pense que comme nous avons besoin du reste du monde, d'Enia, comme le reste du monde a besoin que les Algériens soient des Algériens. Est-ce que le Douar, c'est vraiment notre patelin ou c'est l'Algérie? Du moment que Denia, c'est tout l'univers, toute la planète. En fait, c'est darologie. En fait, l'idée, c'est d'étendre au maximum le rayon de votre dar. Donc le Douar, ça peut être votre quartier, après ça peut être votre région, après ça peut être votre pays, et puis après ça peut être Denia. J'ose espérer que nous, les Algériens, et je pense, nous sommes de grands voyageurs, nous sommes un petit peu chez nous partout dans le monde, et c'est ce qu'on doit en fait mettre en avant. Je pense que c'est notre force. En fait, justement, c'est d'être non pas ni des orientaux, ni des occidentaux, mais d'être des médiantaux. Voilà, nous sommes pour moi les gens du milieu. Citoyen du monde, non, ça ne vous intéresse pas, Karim Tejani? Je le suis déjà de par ma nature, parce que j'ai vécu dans 2 endroits différents. Oui, citoyen du monde, d'accord, mais d'abord quand même algérien. Algérien, africain. Voilà. Ça passerait avant tout. Alors, s'imprégner des cultures locales, c'est ce que vous essayez de faire, explorer la beauté des régions algériennes et de partager. Le partage se fait par quel moyen? Vous avez déjà ce portail, ce web portail Nouara. Bon, c'est vrai que ce portail, maintenant, je m'en pas très alimenté ces derniers temps. Oui, je m'en occupe un peu moins. C'était un portail vraiment beaucoup plus destiné à... C'est un travail d'équipe de beaucoup de personnes. Non, je travaillais tout seul, mais l'idée, c'était vraiment de faire une revue de web. C'était d'offrir en fait un outil pour tous les gens qui s'intéressent à l'écologie et l'environnement. Au lieu d'aller chercher partout sur Internet, ils venaient sur Nouara et ils trouvaient tout au même endroit. Donc ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup communiqué par la photo, par la vidéo. Sur Darologia TV même d'abord sur Facebook, oui. Parce que en 2010... Votre page Facebook, Karim Tejani? Nouara Écologie, elle s'appelle, Karim Tejani, Nouara Écologie. Et l'idée, c'est vrai qu'en 2010, j'étais un petit peu parmi les premiers à montrer l'Algérie, en tout cas à voyager à travers le pays, là où mes compatriotes, ce qui est tout à fait normal, eux, étaient attirés pour voyager ailleurs dans le monde. Mais pour moi, voyager en Algérie, c'était vraiment... voyager dans un monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Après, j'ai fait énormément de conférences, d'ateliers, et j'essaye toujours
dans mes conférences et dans mes ateliers d'apporter une part universelle et une part locale, de faire comprendre par exemple que si l'écologie est une science occidentale, elle s'est développée beaucoup dans les colonies et qu'il y a eu aussi à l'exemple de l'ethnographie, des autres sciences. Non, même l'écologie. Il y a en Algérie, j'invite les gens à lire un ouvrage de Kate Davis, par exemple, si je me souviens bien, c'est les mythes de l'écologie de la colonisation française en Algérie et en Afrique du Nord. Le développement durable, pareil. Le développement durable, il est né justement d'une confrontation entre les pays du Sud et les pays du Nord. Dans cette confrontation, l'Algérie, elle a joué un rôle. La délégation algérienne à la première conférence, le premier sommet de la Terre en 1972, avec Salah Jbeili, par exemple, un homme que peu de gens connaissent en Algérie, et pourtant c'est un des pères fondateurs de l'écologie algérienne en tant que science. Et moi, je pense en tout cas qu'il a inspiré beaucoup pas seulement d'écologues, mais il devrait inspirer beaucoup d'écologistes aussi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience que l'Algérie, l'Afrique du Nord, l'Afrique, elle a un rôle à jouer qui n'est pas seulement contemplatif, mais vraiment actif, et que nous avons notre propre histoire, que ça soit dans la naissance de l'écologie, comme dans celle du développement durable. Dans beaucoup de domaines, Karim Tijani, on a l'impression que les colonisateurs, l'école blanc, ont trouvé des concepts viables, leur ont juste donné des noms et c'est devenu occidental. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je pense que de toute façon, la sagesse et l'intelligence, elle est universelle. Et que c'est à chacun de se les approprier avec ses mots. Et si, effectivement, si on veut, c'est à nous, en fait, surtout de la trouver chez nous. On peut pas reprocher aux Occidentaux de penser qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre. Mais c'est à nous aussi d'être capables, je pense, de prendre conscience de quelle est notre contribution, justement, à cette sagesse universelle. D'abord prendre conscience de cette richesse, de ce patrimoine à préserver. Voilà. Mais en prendre conscience, pas de façon... Mais c'est le principe du développement durable, Karim Tijani. Démarrer du local vers le global. Pour le coup, j'aurais pas le temps de développer sur le développement durable. Brièvement, juste une conclusion de ce que vous avez... Moi, je pense... Oui, en fait, il faut savoir que avant que le développement durable, le concept du développement durable apparaisse, il y a eu un premier concept qui s'appelait l'éco-développement et que je trouve beaucoup plus en adéquation, si vous voulez mon humble avis, avec ce qu'est la darologie, c'est-à-dire avec cette idée de self-reliance, où justement l'idée c'est pas de proposer un programme universel où on a 17 objectifs et avec 169 cibles et plus de 200 indicateurs, et c'était plutôt de donner des principes forts pour permettre à chaque société de trouver son équilibre entre société, économie et environnement. Sachant que de toute façon, une société, c'est forcément l'environnement. C'est l'objectif justement du développement durable. Pardon ? C'est l'objectif du développement durable, trouver son équilibre et son modèle viable. Il y a deux objectifs dans l'environnement, dans le développement durable, si vous voulez mon humble avis. Il y a un objectif, on va dire la face visible de l'iceberg, qui est effectivement de trouver un équilibre. Je répète, pas seulement le développement durable, c'est pas seulement un développement qui respecte l'environnement. Oui. Non. Il y a vraiment cette histoire de trouver un consensus entre l'économique, le social et l'environnemental. Mais il y a aussi le développement durable en tant que quelque part paradigme qu'on a proposé pour continuer à prolonger celui du développement. Parce que le développement, en fait, quand on parle de développement durable, le développement, il a déjà son histoire, en fait. C'est déjà un concept qui a une histoire, en fait. Et cette histoire, elle est profondément liée, justement, aux antagonismes, entre pays du Nord et pays du Sud, entre développement et sous-développement. Et cet antagonisme, l'environnement y a joué un rôle important, parce que c'est à partir, justement, du sommet de 1972 de Stockholm, quand les pays du Nord ont commencé à parler d'environnement, les pays du Sud ont commencé à dire « Oui, mais attendez, vous nous parlez d'environnement, mais nous, ce qu'on veut, c'est le développement. » Et c'est cette friction, en fait, entre environnement et développement qui a amené progressivement, justement, les officines de l'ONU à trouver quelque chose, un concept qui mettrait d'accord les écologistes, les pays du tiers-monde et les pays industrialisés. Et c'est le développement durable. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce développement durable, en tout cas, il porte des choses très intéressantes, mais on pourrait justement aller vers une autre voie. L'adapter, donc aller vers une nouvelle relecture. D'ailleurs, vous appelez assez souvent à une relecture locale des concepts de l'écologie, avec l'intégration
du patrimoine et des concepts. Est-ce que vous pensez que c'est accessible, que tout le monde peut y apporter sa contribution? C'est à la portée de tous, Karim Tijani? Bah oui et non. Il y a des choses. Prenons l'exemple des climatiseurs aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est sûr. Moi, par exemple, je suis le premier. J'ai essayé de résister au maximum. Oui. On nous annonce une nouvelle canicule. Voilà. Ouais. Mais ce que je vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez pas demander à un citoyen qui vit dans un habitat qui n'a pas été conçu pour justement compenser ce genre de problématique. Dans les normes du développement durable. Dans les normes de la construction bioclimatique qui a existé dans toute l'Algérie et dans toutes les cultures traditionnelles. On a su pendant très longtemps construire des maisons qui étaient capables d'être agréables en hiver et agréables en été. Donc vous pouvez pas demander à cette personne-là au bout d'un moment de ne pas acheter un climatiseur. Donc ce que je veux expliquer, c'est que il y a une part, nous on peut faire des petits gestes, il y a des gestes qu'on peut faire. En tant que consommateur, en tant que citoyen, nous pouvons faire certains gestes et on doit les faire. Mais après, il y a un environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure et nous influence, que nous influençons aussi, mais d'abord tout ce qui nous entoure et nous influence. Et dans cet environnement, on doit faire avec. Donc c'est là où je pense que aujourd'hui, c'est vraiment tout un modèle de développement qui doit être revu. Je finirai par l'exemple de l'eau aussi, qui aujourd'hui qui m'interpelle beaucoup, parce que c'est un petit peu les deux choses qui nous touchent en ce moment. Aujourd'hui, en Algérie, malgré ce qu'on pense, il pleut encore suffisamment. Je parle d'un point de vue global. Oui. Je parle sur l'ensemble du territoire. La quantité de pluie qui tombe est encore suffisante. Mais 80% de cette eau, elle finit à la mer. Alors qu'elle devrait être absorbée par le sol. Elle devrait re-remplir nos nappes phréatiques. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On aspire à dessaler l'eau de mer pour récupérer cette eau. Je pense que, en fait, autant il y a l'importance de répondre à une urgence, mais autant il serait peut-être temps qu'on pense vraiment en amont. Je pense que c'est la grande différence, si vous voulez mon humble avis, entre l'esprit du Moul Dar et l'esprit du Moul Ars, entre les Nes Lioum et Nes Bekri, c'est que j'ai l'impression que les Nes Bekri pensaient beaucoup plus en amont. Voilà, et que souvent, il faisait plus appel à la sobriété, à l'humilité et à l'intelligence collective qu'à la technologie. La technologie et la technique doivent servir d'abord l'intelligence et pas le contraire. Elle doit être humaine, pas artificielle. L'heure est passée très vite, Karim Tijani, alors que nous avons beaucoup d'autres questions à vous poser, beaucoup de sujets à élaborer, à aborder. Alors, juste, je voudrais revenir sur votre travail, sur vos efforts. Vous êtes là depuis 2009, 2010, tout au long, je dirais 10 ans. Tout au long de ces 10 ans, qu'est-ce que vous avez apporté? Où est-ce que vous avez impacté ou vous avez vu un résultat pour votre travail? Ça devrait pas être à moi de le dire, oui. Mais moi je pense surtout que ma principale contribution, j'ai essayé un petit peu tout, j'ai lutté contre la désertification dans ma région. Je pense que c'est surtout d'avoir accompagné une génération de jeunes écologistes algériens. Oui. Je pense qu'aujourd'hui... Ils sont là, ils sont présents, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a de plus en plus qui ne restent pas en Algérie, mais ils sont là en tout cas. Et je pense que, en tout cas, la chose qui me rassure, moi aussi, parce que des fois aussi je fais ce bilan, je me dis, oui. Voilà, qu'est-ce que tu as apporté à ce pays. Je sais qu'aujourd'hui, quasiment la plupart des gens qui ont fait des choses dans l'environnement m'ont croisé à un moment de leur vie. Je les ai croisés et ils m'ont appris des choses et je leur ai appris des choses. Et surtout, moi, j'ai essayé de mettre en relation les gens. Vous savez, dans le Sahara, est-ce que vous savez qu'il y a plus d'1 milliard d'arbres dans le Sahara ? Oui. Mais pourtant, ils sont tous isolés. Oui. Et pourtant, dans le Sahara, il y a une immense forêt. Cette forêt, elle est isolée. Moi, ce que j'ai essayé de faire, justement, c'est dans le Sahara, on va dire, socio-politique algérien, je parle de l'environnement, bien entendu, j'ai essayé en fait de créer une forêt et de mettre en relation un petit peu tous les gens de bonne volonté. Voilà, c'est ça. Et pour finir, moi je pense vraiment comme un oasien. Quand je plante un palmier, je sais que l'oasis, je la verrai pas. J'en suis même pas à planter l'oasis, le palmier. Moi, j'en suis à ramener le bétail qui est en train moi, j'en suis à commencer déjà à amender la terre pour qu'elle devienne suffisamment fertile pour qu'on puisse y planter des palmiers, pour que peut-être dans 50 ans ou 60 ans, il y ait une oasis qui se crée autour. Je n'ai pas en tout cas cet orgueil de penser que je changerai les choses de mon vivant. Je travaille pas pour ça. Moi, je me dis, je suis là. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération, elle a son devoir, elle a sa mission.
Ma mission à moi, en tout cas, celle que je me suis donnée, c'est que quand je repartirai de cette planète, j'espère que j'aurai transmis, en fait, autre chose que j'aurais transmis une culture environnementale. D'ailleurs, de plus en plus, je travaille beaucoup plus sur l'écriture. Je suis en train de je pense qu'après 10 ans sur le terrain, maintenant il est temps que je me pose et que je transmette, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, c'est de ne pas écrire, en fait, de ne pas laisser une trace écrite. Seuls les écrits restent. Voilà. Oui, mais il y a votre chaîne YouTube Darologia. J'ai une petite chaîne expérimentale. J'ai pas essayé pour l'instant de la développer plus que ça, parce que Mais le message qui est véhiculé est très important. Je pense. Enfin, je vous remercie, Karim Tijani. Voilà, c'est un bel esprit oasien. Essayons d'être tous des oasiens, de semer, ne pas attendre justement qu'il y ait cette graine qui va pousser. D'autres la verront certainement et en bénéficieront. Alors, merci d'avoir été ce matin dans Couleur d'été. J'espère qu'on pourra se croiser de nouveau sur les ondes de Radio Alger 3. Merci à vous tous. Ounahar Komborok, à l'écoute des programmes d'Alger 3. Au revoir et à demain. Merci.